Bonjour à tous, je me présente Kaloz, membre de la branche panafricaine du MDI, le mouvement des damnés de l'impérialisme, créé par le courageux frère Kémy Séba. La vidéo d'aujourd'hui aura pour thème la situation au Gabon. Avant tout, on va poser géographiquement le contexte. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale, coupé en deux par l'équateur et au bord de l'océan Atlantique. Quand les Portugais ont débarqué dans l'estuaire du Gabon, le pays leur a rappelé la forme d'un manteau. Donc Cabao en portugais, Gabao du Gabon. Le développement de ce pays s'est fait principalement à partir de sa ville principale, sa capitale, Libreville. Et justement, pour rappeler un peu l'histoire de la fondation de cette ville, Libreville résulte d'une expérience pendant la période de l'abolition de l'esclavage. Les impérialistes ont opté pour une stratégie de colonisation par des esclaves libérés à cet effet. Par exemple, dans le cas des États-Unis, la colonie du Libéria, dont la capitale Monrovia est une dédicace au président Monroe, est une recolonisation par des esclaves qui ont été libérés à cet effet. Dans le même ordre d'idée, la Sierra Leone, dont la capitale Freetown, veut dire ville libre, est l'expérience correspondante, mais du côté anglais. Et donc, Libreville, c'est l'expérience française exactement la même. Donc, dans ce cadre, en 1849, c'est dans ce contexte qu'a été fondée la ville de Libreville, fondée par des esclaves qui ont été libérés à cet effet. Ce pays traverse aujourd'hui une crise politique consécutive à la mort de son président depuis 42 ans, Omar Bongo Ondimba. Décès survenu le 7 mai dernier dans l'avion qui le ramenait de l'Espagne, du Maroc à l'Espagne. En tant que panafricains anti-impérialistes, nous allons focaliser moins sur l'homme, car Omar Bongo étant mort, il appartient aux ancêtres de le juger comme il se doit. Donc nous allons focaliser moins sur l'homme que sur le système que lui et ses amis impérialistes ont mis en place. Car si le dictateur était corrompu, c'est qu'il y avait des corrupteurs. Le corrompu étant mort, les corrupteurs, eux, ils agissent toujours. Après la première stratégie de déportation de population sur d'autres territoires, donc l'esclavage, et donc eu égard à la révolution industrielle et après la conférence de Berlin, le système a effectué une première mutation. La décision a été prise d'exploiter les populations et les richesses sur place. C'est donc ce qu'on appelle la colonisation. Donc suite à cela, et sous la pression des peuples, notamment eu égard à la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, le système a été obligé d'adopter une autre stratégie. Et à cet égard, le général de Gaulle a octroyé des indépendances fictives aux populations africaines pour dissimuler l'établissement occulte du système de la France-Afrique. À cet effet, le 17 août 1960, de Gaulle déclare l'indépendance du Gabon et place à sa tête un certain Léomba. À la mort de celui-ci en 1967, de Gaulle, aidé de Focard, place à sa tête le vice-président de ce dernier, agent des services secrets français, Albert Bernard Bongo. Ce dernier, en 1968, crée tout de suite le Parti démocratique gabonais, qui est le parti unique qui a régné sans partage pendant un quart de siècle. Ensuite, il est utile de rappeler que l'opposition, pendant toute cette période, était muselée par tout un système policier d'intimidation, d'assassinat et de corruption, bien sûr. Aussi, la franc-maçonnerie est très importante parce que la franc-maçonnerie protège les intérêts de la France au Gabon. À ce titre, il est utile de rappeler que Omar Bongo était initié au Grand Orient de France, à la Grande Loge nationale de France,
à la loge internationale Bartholdi avant de fonder lui-même la Grande Loge nationale du Gabon. Autre chose importante à rappeler, c'est que la France avait signé avec tous ces États nouvellement indépendants des accords militaires autorisant la France à avoir des bases sur place dans certains pays, dont le Gabon. Ces bases, bien sûr, vous l'aurez deviné, sont là pour garantir les intérêts de la France si ces derniers venaient à être menacés par des troubles intérieurs, par exemple. Ces bases pourront être utiles pour à la fois débaucher le dictateur s'il n'allait plus dans les intérêts de la France, ou de le maintenir en place s'il protège et garantit les intérêts de la France. Ces accords militaires sont aussi doublés d'autres accords secrets. Des accords secrets prévoient d'ailleurs la création d'une garde présidentielle, une garde rapprochée du président de la République, supervisée depuis Paris. Et d'ailleurs, dans le cas du Gabon, c'est l'agent secret Robert Maloubier qui a été le grand maître d'œuvre, le créateur de cette garde présidentielle super équipée qui, je vous rappelle, est la meilleure unité combattante du pays. Depuis 40 ans, la politique française dans les pays d'Afrique francophone vise uniquement à exploiter les ressources naturelles de ces pays. Et les profits sont immenses. Dans le cas du Gabon, par exemple, un pays d'1,4 million d'habitants, dont 70% vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce pays est justement représentatif de ce pillage, car il y a de nombreuses richesses naturelles. Par exemple, le pétrole et le gaz, domaine réservé de la société Elf, car rappelons-le, le Gabon est le premier producteur de pétrole d'Afrique francophone. D'autres richesses comme l'uranium, le manganèse, qui sont exploitées par des sociétés comme Areva. Une autre richesse qui est très exploitée au Gabon, c'est le bois. Richesse qui a fait la fortune d'ailleurs des impérialistes comme Bernard-Henri Lévy à travers la société familiale, la Bécob, qui a été d'ailleurs rachetée en 1997 par le groupe Pinot Printemps-La Redoute. D'ailleurs, ce secteur fait encore aujourd'hui le bonheur d'un certain Francis Rougier, président du directoire du groupe Rougier. Et avec dois-je le rappeler, des conséquences humaines et écologiques très très graves. D'autres richesses comme l'or, le fer et d'autres métaux précieux que je n'ai pas le temps de citer. Mais arrêtons-nous sur le cas du pétrole, justement pour analyser ce pillage. Parce que, rappelons quand même que la France représente 80% des investissements économiques au Gabon. Et qu'à ce titre, on va prendre l'exemple de la société Elf, qui fait partie de nombreuses sociétés françaises qui investissent au Gabon. Donc, ce groupe Elf, rappelons que aujourd'hui, qui s'appelle Total Fina Elf, ce groupe fonctionne avec un réseau occulte qui a 2 têtes de pont. Elle travaille ici à Paris en collaboration avec la DGSE, système de service secret français, qui aujourd'hui s'appelle la DRNI, d'une part, et d'autre part sur place au Gabon, connecté à tous les réseaux paramilitaires fondés par Jacques Foccart-Coche. Donc ce système est très 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 bien huilé, qui a profité à tous les hommes politiques français, de droite comme de gauche, autant qu'à tous les hommes politiques de la clique en place au pouvoir au Gabon.
Il est difficile de démêler de ce qui ressort de la politique ou de la géopolitique française, de ce qui ressort de la société elfe, tellement les liens entre les deux s'entrecroisent et interfèrent. Officiellement, les contrats de concession signés entre la société elfe et les États africains comme le Gabon comportaient essentiellement le versement d'une redevance dont le montant est de 17,5% du chiffre d'affaires du pétrole déclaré, parce qu'une partie du pétrole partait au marché noir, part toujours au marché noir. Et sachant que le Gabon produit en moyenne 234 000 barils par jour, et étant donné que le prix d'un baril est environ de 70 $, je vous laisse faire le calcul, on n'est pas loin de 6 milliards de dollars par an. Donc, sachant que le Gabon, le pétrole a été découvert au Gabon depuis 1956, on voit bien l'étendue du pillage opéré sur le dos du peuple gabonais. Un pillage qui est destiné à enrichir non pas le peuple français, mais l'élite impérialiste à la tête de cet État depuis un certain temps déjà. Nous allons analyser cette arnaque de la dette en nous intéressant à trois acteurs de ce système, trois acteurs parmi tant d'autres. Donc j'entends par là les banques privées occidentales, les États impérialistes donc occidentaux, et les institutions financières comme la Banque mondiale. Alors, la première partie donc de cette dette, c'est la partie donc privée. Cette partie privée qui, depuis donc l'époque du plan Marshall, les banques occidentales, en l'occurrence les banques européennes, ont été inondées par des dollars américains. Donc c'est ce qu'on appelait d'ailleurs les euro-dollars. Et donc, face à cet excès de devises américaines, l'idée a été trouvée de couler ces devises en direction des pays du Sud en octroyant des prêts qui pouvaient monter jusqu'à 20% d'intérêt, des prêts soi-disant pour financer leur développement. Donc l'autre partie de cette dette, c'est la partie bilatérale. En fait, suite au choc pétrolier, les États occidentaux se sont retrouvés dans l'impossibilité d'écouler leurs marchandises. Ils ne trouvaient plus d'acheteurs, étant donné qu'il y avait un chômage de masse, etc. Donc la solution a été trouvée d'inciter les pays du Sud à acheter les marchandises du Nord. Et donc pour cela, ils ont procédé à un prêt, qu'ils appellent le prêt d'État à État, sous forme de crédit d'importation. Autrement dit, par exemple, pour faire simple, je vous prête 10 millions et vous êtes dans l'obligation d'acheter chez moi les marchandises d'une valeur de 10 millions. Bien sûr, je vous prête 10 millions à un certain taux. Ce qui veut dire que, en gros, je récupère mes 10 millions, j'écoule ma marchandise et je touche les intérêts. C'est vraiment, tout simplement, une arnaque, vraiment une carotte. L'autre partie de la dette, c'est la partie multilatérale, qui est constituée donc par les organismes de crédit financier comme la Banque mondiale, par exemple, entre autres. Qui n'a de mondial d'ailleurs que le nom, parce que si on regarde bien, les États-Unis ont, je crois, ont 17% de droits de vote dans cette institution, ce qui leur confère le pouvoir, un certain droit de veto, le pouvoir décisionnel, le pouvoir de blocage de certaines décisions qui sont prises. À titre de comparaison, les 24 pays d'Afrique noire ne représentent que 2% du droit de vote dans cette institution. Et donc cette Banque mondiale incite les pays du Sud à emprunter de l'argent auprès d'elle. Mais ces prêts sont destinés, d'une part, à soutenir les partenaires des puissances impérialistes dans ces pays, en gros les dictateurs, voilà, pour asseoir la zone d'influence occidentale dans ces pays. D'autre part, à financer le blocage de toutes les politiques qui ont une tendance à vouloir à installer une certaine indépendance économique. Autrement dit, les politiques des leaders légitimes de ces pays. Et bien sûr, toutes ces manœuvres sont masquées par tout un discours de
désir de vouloir favoriser le développement, de financer les infrastructures, de développement de ces pays pour les connecter au marché mondial, etc., etc. Donc, au vu de toutes ces manœuvres, de toutes ces manigances, eh ben, résultat des courses, la dette extérieure du Gabon aujourd'hui se chiffre à pas loin de 4 milliards de dollars. Donc pour analyser cette arnaque de l'aide soi-disant publique au développement, rappelons d'abord que suite à cette dette énorme, les pays d'Afrique francophone ont fourni des efforts immenses dus au pillage qui s'opère, comme on a vu tout à l'heure, ont déjà remboursé plusieurs fois la dette. Et il faut aussi rappeler qu'une partie de cette dette sert à financer l'aide publique au développement. Donc cette aide n'a de public que le nom. Fidèle à la feuille de route de la France-Afrique, qui, je vous le rappelle, est établie en 1963 par Jean-Marcel Jeanneney, France utilise l'aide publique au développement pour protéger les entreprises françaises qui investissent en Afrique, dans ces pays-là. Par exemple, l'aide publique au développement qui est versée auprès, par exemple, des institutions financières comme la Banque mondiale. Donc cette aide est censée financer les projets de développement. Mais quand on regarde en détail, ces projets de développement sont souvent réalisés par des entreprises françaises ou occidentales ou impérialistes en général. Même s'il y a des entreprises locales qui sont là aussi, mais les choses sont faites de telle sorte que ce sont les entreprises, en l'occurrence si je parle de la France, ce sont les entreprises françaises qui bénéficient, qui ont une antériorité, qui sont placées de telle sorte que c'est d'abord elles qui vont bénéficier des financements octroyés par ces organisations comme la Banque mondiale. Et d'ailleurs, quand on sait que souvent ces projets de développement débouchent souvent sur des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets qui n'aboutissent pas. Ce qui est curieux d'ailleurs, c'est de constater, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, de constater que plus le pays, normalement l'aide publique au développement est censée aider les pays les plus pauvres. Mais ce qu'on constate, c'est que plus le pays exporte de matières premières, plus il reçoit d'aide publique au développement. Autrement dit, ce sont les pays qui fournissent le plus de matières premières aux puissances occidentales, à la France par exemple, qui reçoit le plus d'aide publique au développement. C'est quand même paradoxal. On se demande si cette aide publique est vraiment destinée au développement. Ensuite, il faut rappeler aussi que l'aide publique au développement sert à garantir les investissements des entreprises françaises en Afrique, au Gabon par exemple. Je m'explique. À travers des structures de financement comme la COFAS, ou CFCE, ou UbiFrance, qui font toutes les trois structures faisant partie de la DREE, la Direction des Relations Économiques Extérieures. La COFAS, et ça c'est un scandale, qui est un organisme public, puise l'essentiel de ses ressources dans l'aide publique au développement. Ça, les Français doivent le savoir. Ensuite, il faut aussi rappeler, pour ceux qui se sont intéressés à ce sujet, qu'en réalité, à peu près autour de 2 à 3% de l'aide publique sert vraiment à lutter contre la pauvreté. L'essentiel partant dans tous les mécanismes qu'on vient de voir. Donc, on comprend bien pourquoi les impérialistes, qu'on connaît tous, viennent chaque année sur les plateaux de télévision réclamer l'augmentation de l'aide publique au développement. Ils savent pourquoi ils le font. Voilà, parce que cet argent, au lieu d'aller soi-disant, puisque cet argent est censé aider les pays pauvres, cet argent, au lieu d'aller soi-disant en direction de ceux qui ont besoin, cet argent va dans les comptes, souvent dans les paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, on reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Cet argent retourne dans les paradis fiscaux de ces impérialistes.
Donc, toutes ces manœuvres, ces attrapes-couillons, en réalité ne servent qu'à protéger le pillage de l'Afrique, le pillage notamment du Gabon, le pillage entre autres, du Gabon entre autres, de l'Afrique par les sociétés françaises. Par exemple, le groupe Bolloré, donc dans le transport, dans le tabac et l'agro-industrie. D'ailleurs, ce groupe Bolloré qui est en train de s'accaparer pratiquement tous les ports du continent africain, rappelant d'ailleurs la période triste de l'esclavage, où l'Afrique était entourée par une multitude de châteaux forts occidentaux. On peut aussi citer le groupe Lagardère dans la presse et l'édition, le groupe Bouygues dans le BTP, d'ailleurs qui réalise le tiers de son chiffre d'affaires BTP en Afrique. D'ailleurs, ce groupe Lagardère est en concurrence avec le groupe Ben Laden pour la construction du nouvel aéroport de Libreville. Donc, le franc CFA qui a été établi officiellement le 26 décembre 1945, franc CFA qui, je vous le rappelle, veut dire colonie française d'Afrique. Et dont les billets sont d'ailleurs, les billets et les pièces sont fabriqués ici par la Banque de France, donc en France. Une monnaie qui est censée appartenir aux pays africains est fabriquée ici par la Banque de France. Les banques centrales africaines n'étant rien d'autre que des banques centrales fantoches, donc la banque centrale de la zone CEMAC, c'est-à-dire la zone d'Afrique centrale, la banque centrale UMOA, donc de l'Afrique de l'Ouest, et la banque centrale des Comores. Et donc, cette monnaie CFA a été arrimée au franc français. Aujourd'hui, elle est arrimée à l'euro, bien sûr, mais elle a été arrimée au franc français avec une parité fixe, pour éviter justement les risques de change. Cette fixité du franc CFA fait que les entreprises françaises ont plus de facilité à rapatrier leurs profits vers la métropole, puisqu'elles sont à l'abri des fluctuations du marché. Et d'ailleurs, pas que les entreprises françaises, même les hommes politiques corrompus sur place, les hommes politiques africains de ces zones-là, ont que plus de facilité de rapatrier leurs profits vers les banques étrangères, les banques privées, souvent situées dans les paradis fiscaux. Ensuite, cette parité fixe pénalise aussi les marchés africains, puisque l'Afrique n'ayant pas le contrôle justement de cette valeur, la valeur du CFA, qui est fixée donc par la métropole, eh bien l'Afrique ne contrôle pas son marché. Et donc, cette fixité rend le marché africain non concurrentiel que les autres marchés sud-américains, par exemple. Il faut aussi rappeler que le taux directeur de franc CFA ne se décide pas en Afrique. Donc ces pays n'ont même pas la même mise. Ils ne peuvent pas avoir une décision sur leur monnaie. Et donc, ce qui a pour conséquence, ces pays africains ne peuvent pas jouer sur leur économie par l'octroi des crédits aux entreprises, aux ménages, par exemple. Or, on sait que sans entreprise, donc il n'y a pas de création de richesse, donc pas de développement. Ensuite, les différentes zones CFA ne peuvent pas s'échanger leur monnaie. Par exemple, le franc de la zone CEMAC, donc Afrique centrale, ne peut pas circuler dans la zone UMOA. C'est quand même paradoxal. Pourtant, ces deux francs ont un taux fixe. Et bien tout ça, on voit bien, c'est pour empêcher qu'il y ait le développement d'un embryon de politique locale. Et enfin, je dois vous rappeler que la France siège dans le conseil d'administration des trois banques centrales. Autrement dit, voilà, en fait, ces pays n'ont aucune mainmise sur cette monnaie, qui est censée être africaine, mais qui n'est qu'un outil de manipulation, un outil de pillage, encore une fois, des richesses africaines. Alors, cette arnaque des comptes d'opération, une appellation d'ailleurs bizarre du point de vue des économistes, cette compte d'opération, cette arnaque, vise essentiellement à sécuriser les approvisionnements en matières premières de la France en Afrique.
En fait, ce qui se passe, c'est que, en plus du pillage qu'on a vu tout à l'heure, où les pays africains n'ont que 17,5%, dans le cas du Gabon par exemple, des matières, enfin des richesses, des revenus des richesses, eh bien, ces revenus, la métropole oblige ces pays à ouvrir auprès, non pas de la Banque de France, mais du Trésor public de France, organisme lié au ministère des Finances, c'est vu dans l'obligation, l'injonction d'ouvrir ce qu'ils appellent un compte d'opération, un compte dans lequel ces pays sont chargés de verser toute leur richesse financière dans ces comptes-là. Au nom du risque de change encouru soi-disant par la métropole, le risque de change garantissant la pérennité du fameux CFA, eh bien, la France se donne le droit de prélever 65% des réserves disponibles dans les comptes d'opération de tous ces pays africains de la zone CFA. Ce qui est quand même incroyable. C'est vraiment le signe, c'est vraiment la preuve du pillage, la preuve d'un braquage, la preuve d'un hold-up de la France vis-à-vis de ces pays africains, de la zone franc CFA. Donc on voit bien que, loin d'assister à la fin de la France-Afrique, comme on a pu l'entendre, on assiste bien à une mutation de la France-Afrique. D'ailleurs, le nabot boiteux de l'Élysée, hein, l'homme mythique, dont le conseiller spécial, enfin le représentant, le contact spécial avec le Gabon n'est rien d'autre que le Libanais Robert Bourgui. Donc ce type, monsieur Napoléon, quand il est venu à Dakar, il nous a parlé justement de cette mutation en parlant de la mutation de la France-Afrique à l'Eurafrique. Donc on assiste bien vraiment à une mutation. D'ailleurs, il aurait mieux fait de parler d'Atlante-Afrique, parce qu'on sait tous qu'il est atlantiste. Donc toutes ces manœuvres impérialistes qu'on vient de voir, couplées à bien sûr à une gestion calamiteuse du régime dictatorial en place, ont eu pour conséquence une pauvreté endémique. Alors que le PIB par habitant au Gabon est de 6 877 $. Une pauvreté endémique et des systèmes sociaux en totale décrépitude, des hôpitaux, c'est vraiment des vrais mouroirs, des systèmes éducatifs qui fonctionnent mais vraiment d'une façon anarchique, des infrastructures comme les réseaux routiers, etc., qui sont vétustes, voire même inexistants, une jeunesse plongée dans un désespoir d'une profondeur abyssale, etc., etc., pendant qu'une toute petite minorité, une élite ultra minoritaire, se vautre dans un luxe indécent, dans un luxe insolent, une minorité qui vraiment est fermée à la souffrance de la majorité, à la souffrance du peuple. Donc, pendant 42 ans, ce système a fonctionné à merveille, sans que ni l'État français, ni les médias français ne s'intéressent à l'envers du système de la France-Afrique. Pourtant, beaucoup de personnes ont dénoncé ce système. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de travaux ont été faits là-dessus, mais à l'époque, ça n'intéressait pas les médias français. Depuis quelques mois, comme par magie, et les médias français et le système étatique français ont découvert qu'au Gabon, il y avait un horrible dictateur et qu'il y avait des affaires occultes, horribles à dénoncer. Pourtant, après l'élection de Sarkozy et de Nagui Boksa, lui et toute sa cour sont tout de suite partis se prosterner devant l'horrible dictateur qu'est le président Omar Bongo. Que s'est-il passé? En vérité, d'autres acteurs économiques
sont rentrés dans l'économie gabonaise, en l'occurrence la Chine. La France va changer, mais l'Afrique change. On en a parlé ce matin. L'Afrique aussi change, c'est évident. On a l'impression que la France n'est plus le partenaire exclusif de l'Afrique, et en particulier, pourquoi pas du Gabon. Les Chinois, par exemple, sont très présents. Est-ce que c'est bien ça? Mais qu'est-ce que vous avez tous de dire les Chinois, peu les Chinois? Je ne donne pas l'exclusivité de mon pays à un État quel qu'il soit, même pas la France. Mais je crois que la France nous a colonisés, elle a fait ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu, et je pense qu'elle commence à s'essouffler un peu, il faut trouver d'autres partenaires. C'est ce qui explique en réalité la médiatisation de toutes ces affaires. Mais revenons sur ces affaires. La première d'entre elles, qui concerne la condamnation par le tribunal de Bordeaux au président gabonais à payer 1,13 million d'euros suite à un différend entre le président Bongo et sa famille et un homme d'affaires français du nom de René Cardona. Et donc, cet homme d'affaires français a donc bénéficié d'un jugement du tribunal de Bordeaux qui a profité justement de ce différend pour faire une saisie des comptes d'Omar Bongo au Crédit Lyonnais et à la BNP à Paris. Donc d'un montant, comme je viens de vous le dire, de 1,13 million d'euros. Une autre affaire qui a fait parler d'elle, c'est l'affaire Bongo-Kouchner. Parce que Omar Bongo a versé 817 000 euros pour la société Imeda pour laquelle travaillait Bernard Kouchner. Mais voyons voir le travers de cette affaire. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un très mauvais mélange des genres. Parce que parallèlement que M. Kouchner présidait une organisation d'intérêt public, Esther, consacrée à la coopération internationale hospitalière, et bien parallèlement, Kouchner, par l'intermédiaire de deux sociétés de consulting, donc Africa Steps et Imeda, gérées par ses proches, qui étaient chargés de faire une audit du système de santé gabonais. Eh bien, tenez-vous bien, ces deux sociétés ont facturé plus de 2,6 millions d'euros pour cette simple étude. C'est ce qu'a dénoncé le journaliste Pierre Péan dans son livre Le Monde selon K, et qui a créé un grand scandale dans la presse. La dernière affaire qui a fait parler d'elle, c'est l'affaire des biens mal acquis, qui donc ont débouché sur une saisie des comptes d'Omar Bongo au Crédit Lyonnais à la BNP d'une valeur d'au moins 4 millions d'euros. Mais si vraiment toutes ces affaires avaient pour but de rendre justice, cet argent irait au peuple gabonais. Mais nous, MDI panafricains, on se rappelle que les comptes de Mobutu ont été saisis. Mais à regarder ce qui se passe en RDC, il nous semble que le peuple zaïrois n'a jamais vu la couleur de cet argent. Donc on se pose des questions. Est-ce que cet argent ira vraiment au peuple gabonais? Ce serait d'ailleurs très intéressant si Transparency International s'intéressait à la trajectoire de cet argent, parce que ça intéresse vraiment le peuple gabonais de savoir où ira cet argent. De conclusion, le MDI panafricain aimerait adresser un message, surtout en direction de la jeunesse gabonaise, parce que c'est cette jeunesse qui représente l'avenir de ce pays. Cette jeunesse gabonaise doit réaliser qu'on vit dans un monde où le système impérialisme occidental est en train de s'écrouler. Il y a d'autres puissances qui sont en train de monter et qui font que la France, en l'occurrence, puisque la France c'est l'impérialiste principal au Gabon, la France se sent menacée dans ses acquis et donc fait de l'esbrouf, va pas arrêter de faire des manigances pour essayer de garder son précaré et donc de protéger le système Bongo. Eh bien, les aînés qui sont accrochés à ce système, c'est pas eux qui vont renverser ce système. C'est vraiment la jeunesse de la rue, c'est vraiment les jeunes du ghetto, c'est vraiment les étudiants. Et toute cette jeunesse-là, c'est à elle de s'unir, c'est à elle de construire
une nouvelle façon de faire de la politique, de rompre avec les anciennes façons de faire de la politique, de se décomplexer politiquement, de ne plus se laisser complexer par des gens qui viennent avec une façon de parler, un langage châtié, avec de grosses formules empoulées, etc., pour essayer de vous éblouir et essayer de vous complexer. Non, repoussez-les, ces politicards, ou je dirais même ces politocards, tellement ce sont des intellectuels du ventre. Voilà, repoussez-les même avec arrogance. Au-delà même des résultats de ces pseudo-élections, le message du RMDI panafricain, c'est de dire que le vrai pouvoir politique se trouve dans la rue. C'est à la jeunesse de la rue, à la jeunesse du ghetto et aux étudiants de s'unir pour prendre les choses en main politiquement, pour inventer une nouvelle façon de faire de la politique en vue de détruire ce système. Car il n'y a que la jeunesse qui peut faire s'écrouler ce système. Ce système, cette pieuvre qui a réussi l'exploit criminel d'étendre ses tentacules maçonniques dans toutes les couches sociales du pays. C'est à la jeunesse de prendre son courage à deux mains et d'opérer une rupture avec ce système. C'est en opérant une rupture avec ce système que ce système s'écroulera. Ne pas rompre avec ce système, c'est condamner les générations futures à demeurer esclaves, à demeurer encore éternellement mendiants de ce système. Et en faisant preuve de créativité, en faisant preuve de nouvelle solidarité. Par exemple, il est temps que la jeunesse gabonaise s'organise et opère des solidarités avec la jeunesse gabonaise qui est dans la diaspora. Parce que c'est ce genre de solidarité qui seront de nature à générer, à régénérer cette sève vivifiante du panafricanisme, à régénérer, à faire naître de nouveaux leaders issus de la rue au service de la jeunesse, à remettre en place ce rêve qu'ont porté nos leaders légitimes, hein, depuis Marcus Garvey, en passant par Sankara, Lumumba, Nkrumah, Umniobe, jusqu'à Cheikh Anta Diop. C'est la jeunesse qui arrivera à créer cet espoir. Pendant ces élections, les médias du monde entier seront braqués sur le Gabon. Mais nous ne l'aurons pas. Certains impérialistes sont dans l'espoir que après ces élections, au Gabon, ça dégénère. Que ça dégénère en guerre civile, en bain de sang et au génocide, comme le Libéria, la Sierra Leone, justement. Eh bien, face à ce danger, le MDI panafricain exhorte la jeunesse gabonaise à faire preuve de vigilance face à toute manipulation ethnique d'où qu'elle vienne du clan au pouvoir qui veut conserver son gâteau, ou qu'elle vienne des pseudo-opposants qui en réalité veulent aussi leur part du gâteau, exactement comme le célèbre opposant des années 90, radical opposant des années 90, qui aujourd'hui est devenu un des gardiens du système. Donc, face à toutes ces manipulations ethniques, et surtout, si cette manipulation ethnique vient de l'extérieur, parce qu'il ne faut pas se leurrer, si la puissance impérialiste principale qui est la France voit ses intérêts au Gabon menacés, elle ne va pas hésiter l'espace d'une seconde à utiliser ce qu'elle sait utiliser le mieux, c'est-à-dire l'arme de manipulation ethnique. Parce que sachez-le, la France est, depuis la guerre d'Indochine, est spécialisée dans la manipulation des populations, la manipulation ethnique des populations. Ils appellent ça la théorie de la guerre révolutionnaire. Donc face à ce danger potentiel, le MDI panafricain appelle la jeunesse gabonaise à rester soudée. Que l'on soit Pounou, Teke, Zébi, Fan, etc., vous êtes avant tout gabonais. Mais même au-delà de cette gabonité, alors il faut voir au-delà de cette gabonité qui, je vous le rappelle, résulte de la conférence de Berlin. Cette gabonité ne doit pas être un but, ne doit pas être un horizon ontologique. Hein, car comme on l'a vu en début de vidéo, vous n'êtes pas des manteaux. Hein, les Portugais, quand ils ont posé les pieds sur votre sol, hein, avant d'appeler votre pays manteau, ils n'ont pas trouvé là des primates se baladant de liane en liane, un os planté dans le nez, en train de se bouffer les uns les autres. Non, ils ont trouvé
des empires, ils ont trouvé des structures, ils ont trouvé une culture. Ils ont trouvé une identité. Donc, oui, Gabon d'abord, c'est vrai, mais l'Afrique surtout. Voilà. Vive le panafricanisme, vive la résistance africaine, faut-il pas.